Donc bienvenue sur le 4e webinaire du programme Soyons clairs organisé par Christelle Shane. On avait souhaité ce thème sur plan de collection, ACV, affichage environnemental et autres mesures réglementaires. Comment tout concilier? Parce qu'on s'est rendu compte pendant les différents salons qu'on a eus dernièrement et je pense qu'on fera encore le constat au prochain salon du MIF, qu'il y avait quand même pas mal d'interrogations au sein des marques, que à peine elles ont envisagé la réglementation AGEC, qu'elles se posent déjà des questions sur l'affichage environnemental. Et on s'était dit justement que c'était peut-être pas mal de vous faire intervenir pour parler donc de ce qui effectivement est une révolution pour ces marques, parce qu'on passe de il n'était pas nécessaire d'afficher quoi que ce soit à il faut afficher c'est pas que du made in, ça va au-delà, et que évidemment, comme pour tout grand changement, toute révolution, il faut du temps et très souvent les marques n'en ont pas. Il y a plein de sujets effectivement qui interviennent. C'est qui va au sein des équipes, qui se charge de ces sujets, combien ça coûte, par quoi commencer, est-ce qu'on sous-traite ou est-ce qu'on interne, enfin comment on règle les solutions, enfin quelles solutions on prend. Et comme c'est un gros travail, c'est toujours mieux si on voit les opportunités qu'il y a à prendre et tous les aspects positifs de ces changements. Donc le but de ce webinaire, où nous avons la chance de vous avoir donc autour de la table, c'est de reparler de ces mesures pour préciser certains points, mais surtout par vos expériences, de pouvoir montrer cette fois le verre à moitié plein. Donc, je vais commencer par vous, Sylvie Bénard. Vous avez mis en place et développé toute la partie LVMH environnement. Vous êtes présidente de Paris Good Fashion et avez fondé dernièrement aussi les Dames à la licorne, qui accompagne les entreprises justement dans cette démarche RSE. Thomas Ebelet également, cofondateur et directeur général du label Slow We Are. Et on pourra en reparler tout à l'heure, mais avec, voilà, je le montre rapidement, l'apparition toute récente du second livre, La face cachée des étiquettes. Et Valérie Thiersen, dont on entend aussi beaucoup parler, fondatrice et CEO de Green Score Capital, avec une démarche hyper pointue et très rigoureuse sur tout ce qui va être analyse cycle de vie des articles. Donc, merci beaucoup à vous. On démarre tout de suite. Je vous propose qu'on posera les questions en fin de webinaire. Voilà. Donc, je vais démarrer par vous, Sylvie, parce que très souvent, on entend qu'il y a un peu confusion sur les termes ACV, affichage environnemental ou éco-score et éco-conception. Est-ce que on peut juste avoir rapidement des petites précisions sur ce qu'ils distinguent? Ah, micro, peut-être, Sylvie? Ouais. Effectivement mieux avec le micro. D'abord, Voilà. merci Karine pour cette invitation. Et encore, vous avez oublié l'information environnementale. Donc, je vais essayer d'aller très rapidement. Loi AGEC demande une information sur l'impact environnemental sur les étiquettes, c'est-à-dire le pourcentage de matériaux recyclés en poids, la recyclabilité future du produit, la présence de substances nocives ou dangereuses, le relargage de microplastiques, et là un sujet de traçabilité qui vous intéressait. Pour les vêtements, dans quel pays a été fait le tissage, la teinture, l'impression et la confection? Pour les chaussures, où a été fait la couture, le montage et la finition. Tout ça est applicable dès aujourd'hui, enfin même dès hier, puisque c'est janvier 2023, pour ceux qui mettent plus de 25 000 unités sur le marché français avec un chiffre d'affaires de plus de 50 millions. Ce sera janvier 2024 pour 20 millions de chiffre d'affaires et janvier 2025 pour 10 millions et 10 000 unités. Ça, c'est l'information. Deuxième sujet, l'affichage environnemental. Là, c'est donner une information, on va dire, si j'y vais à la louche, sur le poids environnemental. Ça n'a rien de neuf. L'affichage environnemental volontaire a été testé en 2012-2013, donc il y a exactement 10 ans. Actuellement, il y a 11 méthodes qui ont été testées dans le but d'avoir un texte réglementaire normalement d'ici à la fin de l'année. Ce qui veut dire qu'il y aura une information cette fois sur le poids environnemental, même si le mot n'est pas parfait, du produit. Ce qui est en cours de discussion, c'est l'affichage.
Donc, ce que vous appeliez l'éco-score, à ce jour, il y a plusieurs possibilités. Ce qu'on connaît déjà dans le gros électroménager, par exemple, qui va de vert à rouge, ou une échelle. Tout ça est en cours de discussion actuellement. Il y a le niveau européen avec le Product Environmental Footprint, qui est là aussi une méthode de mesure du poids environnemental du produit, qui utilise l'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire la mesure de l'ensemble des impacts environnementaux tout au long de la vie du produit. C'est aussi en cours de discussion, d'analyse des tests qui ont été faits. Et là aussi, il va y avoir un texte européen. Alors là, on va être sûrement sur un règlement européen. Et dans ce cas-là, la France doit abandonner la méthode qu'elle va mettre en place pour suivre le PEF européen. Et enfin, l'éco-conception, c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre tous les acteurs autour de la table de manière à, dès le brief produit, on va dire, réfléchir à toutes les étapes de manière à réduire ce poids environnemental du produit. Super. Bon, je pense que déjà, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Et puis alors, justement, Valérie, c'était le sujet de ma deuxième question parce que cette notion d'affichage environnemental, justement, entre la méthode, et le souhait français et ce qui se profile au niveau de l'Union européenne, vous avez participé à une tribune tout récemment, justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les points, justement, de dissension? Parce que, quitte à faire la révolution, au moins que ça serve. L'idée, c'est pas justement de faire du greenwashing, c'est vraiment que ça serve. Ah, micro aussi, pardon, Valérie. Désolée. Merci Karine pour la question. Nous sommes effectivement 5 experts qui ont participé à cette expérimentation sur l'affichage environnemental textile, à avoir co-rédigé cette tribune donc en amont du rapport qui va être transmis au Parlement, là, incessamment sous peu. Et pour nous, c'était vraiment nécessaire de prendre cette parole parce que pour afficher une note environnementale qui a du sens, il fallait pour nous avoir un certain nombre de conditions qui soient posées. C'est vrai qu'on parle beaucoup du cadre réglementaire européen du PEF, mais on trouve que ce socle technique aujourd'hui n'est pas adapté aux enjeux environnementaux du textile. Il ne prend pas en compte la biodiversité, les microplastiques notamment, ou les notions de durabilité. Il faut savoir que cette méthode PEF est quand même décriée et qu'il y a déjà eu des lettres ouvertes faites à la Commission européenne, en tout cas en ce sens. Donc il n'est pas, certes ce cadre est pour l'instant présent, mais son domaine d'application, en tout cas de délai d'application dans le temps. Donc on va voir un peu comment on avance. Et nous on agit à 2 niveaux, certes au niveau français, mais aussi au niveau européen, pour essayer de faire évoluer cette norme. On veut aussi, pour nous, ce qui est important, c'est que le socle qui va être mis en place, il soit adapté et qu'il soit déployable à grande échelle, quelle que soit la taille de l'entreprise. On sait très bien que suivant la taille de l'entreprise, c'est parfois complexe d'aller chercher certaines informations et donc il faut vraiment quelque chose qui soit le plus déployable possible. Un autre point aussi qui nous semblait important, c'est qu'il faut vraiment inciter les marques à afficher l'impact de leurs vêtements tout en permettant aussi l'accès à des informations pour le consommateur qui soit la plus complète possible quand c'est possible et de nature vraiment à favoriser le report vers des produits qui génèrent vraiment le moins d'impact sur l'environnement. Aujourd'hui, il faut savoir que les bases de données sont moyennisées et ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, quand on a fait les expérimentations, on voit bien que si la plupart des acteurs ne prennent pas en compte le fait que ce soit un coton bio, un coton recyclé ou un coton conventionnel. Et on se retrouve à afficher, par exemple, si on ne prend que les émissions de gaz à effet de serre, à avoir la même note partout, ce qui est un non-sens d'un point de vue scientifique. Il faut aussi que les marques puissent valoriser les efforts qu'elles font pour aller vers des matières plus vertueuses, informer le consommateur dans ce sens. Et donc, ça a été l'objet de notre démarche, en fait, d'alerter le gouvernement en disant attention, il faut peut-être aller vers quelque chose, certes, de déployable pour tout le monde et de simple à mettre en œuvre, mais aussi qu'on permette des compléments d'information enrichis et qu'on permet aussi
au développement des méthodologies, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que tout n'est pas appréhendé en fait d'un point de vue impact, et qu'il faut laisser la place aussi à l'innovation, à la recherche et au développement de méthodologies, et permettre aux acteurs de communiquer sur des indicateurs complémentaires, comme par exemple aussi tout ce qui est social, qui est aussi un point important. Oui. Et là, on reparlera plus tard du Made in France sur cet aspect-là. Non, effectivement, c'était important de repositionner et de redéfinir toutes ces notions. Et là, je me tourne vers vous, Thomas, parce que on a assisté, et ce qui est assez surprenant, c'est qu'en fin d'année, évidemment, toutes les marques avaient le terme loi AGEC à la bouche, et que d'un seul coup, on est passé à l'ACV, à l'affichage environnemental, en tout début d'année. C'est vraiment le constat qu'on a fait, alors que parfois elles n'étaient même pas encore, alors elles auraient dû être en règle vis-à-vis de l'OAGEC, elles ne l'avaient pas encore mis en place. Et on a constaté, on a eu le sentiment qu'il y avait une espèce de fébrilité, parce que justement, elles ne savent pas tellement par où prendre la question et le sujet. Et l'idée du coup du webinaire, c'est qu'après on donnera des pistes, justement, des côtés positifs, mais là déjà c'est de dire respirez, on va vous redonner des clés précises et des bonnes pratiques pour justement tirer tout l'avantage de cette réglementation. Et du coup, justement, Thomas, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, avec justement tout le travail que vous faites aussi en accompagnement, cette loi vient contraindre les entreprises, et est-ce qu'elles s'emparent réellement du sujet? Et si elles ne le font pas, quel est le risque? Alors, merci Karine pour cette invitation. Je suis vraiment ravi de pouvoir participer à ce webinaire. Et comme l'a rappelé Sylvie et Valérie, enfin, il y a ce cadre réglementaire qui concerne surtout l'étiquetage. La partie affichage environnemental, c'est un dispositif volontaire aujourd'hui. Il n'est pas contraint, donc parce que là, dans la première mouture enfin, si on remonte au Grenelle de l'environnement, ensuite à la loi pour une croissance verte, etc., ça a toujours été un dispositif d'affichage environnemental ou environnemental et social, mais toujours volontaire. Et j'insiste bien sur ce petit adjectif qui veut tout dire, c'est libre à vous de vous contraindre à mettre en place un affichage. Ce que Sylvie a rappelé, c'est tout ce qui est obligatoire, les consignes de tri, les consignes de la traçabilité, la pollution microfibre, etc. Pourquoi maintenant ce serpent de mer refait surface? C'est parce que effectivement, c'est quelque chose qui devait être à l'origine en place dès 2020. Il y avait la dernière expérimentation antérieure à la loi climat et résilience, c'était 2 ans. Donc en 2020, on devait y être. On n'était toujours pas prêt. Et là, on repart pour un cycle de 5 ans. Sauf que le fait d'avoir introduit cette obligation en termes d'étiquetage, il vaut mieux faire l'effort une fois de tout mettre à plat, parce que quand on commence à s'intéresser à la traçabilité, puisque ce sont il y a 3 étapes maintenant qui doivent être visibles ou disponibles auprès du consommateur, bah forcément, ça interroge sa chaîne de valeur. Donc, forcément, on reprend en main un petit peu le sujet des matières, du sourcing et de la transformation. Et donc, c'est un sujet, les marques ne peuvent que gagner à mettre cela en place, parce que nous, on l'a constaté pendant le Covid, les gens ont pris du temps, ils sont intéressés à la problématique, à des problématiques environnementales, d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue du logement, mais aussi le vêtement. Et on voit qu'il y a eu une appétence énorme vers des marques responsables en 2020. Et dès 2021,
plein de marques qui n'avaient pas de page consacrée à la RSE, ou alors c'était vraiment bien caché sur le site. Tout d'un coup, l'information a explosé, a repris le champ lexical. Donc aujourd'hui, tout le monde met quelque chose en place, tout le monde veut faire quelque chose. C'est tant mieux parce que ça prouve que ça change. Après, il faut plus de concret. Ça, c'est le bémol. Et plus on va être attentiste à ne pas communiquer dessus, à faire preuve de transparence, bah, plus on risque de le payer cher auprès du consommateur. Nous, on le voit, les marques qui ont bénéficié du dispositif mis en place par l'ADEME, parce qu'aujourd'hui, justement, pourquoi la méthode PEF au niveau européen, qui a été validée par la Commission européenne, mais il n'y a pas de directive, donc il n'y a pas d'obligation en soi de faire ce calcul d'empreinte, mais ça va venir. Et le fait que peut-être la méthodologie qui sera validée en fin d'année, finalement, se fasse couper l'herbe sous le pied par la commission, voilà, c'est un risque, effectivement. Mais en tout cas, ça oblige les entreprises qui veulent être carrées d'équerre au moment venu, bah, de faire cet effort-là. Oui. Est-ce que Valérie, sur ce point justement, vous souhaitiez aussi compléter peut-être Moi, j'ai tendance à voir les choses plus comme une opportunité plutôt que comme un risque. L'intérêt aussi pour les marques d'avancer, quelque part, les données qui vont être mobilisées pour calculer l'ensemble des indicateurs, quels qu'ils soient, elles vont être les mêmes. On sera quelque part dans les mêmes données mobilisées. Donc, qu'on calcule un indicateur ou 10 finalement, c'est un peu pareil. Pour moi, ce qui est important, je pense que les marques n'oublient pas, mais généralement, les collections sont préparées 1 à 2 ans à l'avance. Ça dépend aussi des plans de collection. Il ne s'agirait pas non plus d'arriver en retard par rapport au reste du marché. Pour moi, il faut voir les choses comme une opportunité. Donc, certes, il y a un cadre réglementaire qui est susceptible d'évoluer entre la France et l'Europe, mais de toute façon, la façon de structurer la donnée dans les systèmes d'information qui vont être nécessaires pour calculer les impacts derrière vont être les mêmes. Donc, ça leur permet de préparer la suite. Et après, je veux dire, c'est de l'adaptation, en fait. On va peut-être travailler un peu différemment, enlever un indicateur, mais globalement, pour moi, se préparer aujourd'hui, c'est se mettre en ordre de marche pour demain, quelle que soit la loi. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on voit quand même, et Thomas, c'est ce que vous évoquiez à l'instant avec le… Karine, je peux me Oui, permettre oui, bien sûr, pardon. Sur ce que disait Thomas, je voudrais quand même rappeler un certain nombre de choses. L'analyse de cycle de vie, les premiers tests, c'est 1992. Je le sais, j'ai fait ce test-là. Donc, découvrir l'analyse de cycle de vie aujourd'hui, ça me surprend un tout petit peu. Le PEF, c'est 2011. 2011, le début du PEF. Les premières expérimentations affichage environnemental textile, c'est 2012. 2013, c'est il y a 10 ans. Donc, moi, non, on ne peut pas parler d'emballement. On peut parler d'entreprises qui sont la tête sur le guidon. Je sais qu'il faut faire les produits et les vendre, mais il faut aussi qu'il y ait des gens dans les entreprises qui aient la vision du moyen et long terme. Faire des analyses de cycle de vie, abonder les bases de données pour avoir des chiffres de plus en plus fins, ça fait plus de 20 ans qu'on peut le faire. Et c'est aujourd'hui que les réglementations arrivent. Ah là là, mon Dieu, catastrophe. Tout à fait. Non, il faut toujours avoir une vision du moyen long terme. Et il ne faut pas rester européen. New York, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'est en train de préparer New York et la Californie, ça rejoint ces sujets-là. Donc, si c'est l'Europe, ce sera le marché américain. Hein. C'est ça. Il faut y aller, c'est le sens de l'histoire. Alors après, oui, faisons-en une opportunité, mais faisons-les le plus vite possible et n'attendons pas des textes pour se dire « Ah non, c'est pas possible », alors qu'on aurait pu se préparer depuis 10 ans. Quoi.
Ouais, et après, alors je rebondis sur ces propos, Sylvie, effectivement, parce que et Thomas aussi, quand tout à l'heure vous parliez de éco-conception, le but c'est ça s'était amorcé un peu justement avec l'histoire du Covid, quand on a reparlé des couturières et du masque, et cetera. Mais c'est que en tout cas les marques déjà se réapproprient les métiers du vêtement, des matières, parce que et que donc effectivement, cette loi AGEC avec les 3 étapes, tout l'intérêt de ne pas sous-traiter entre guillemets ces données, mais d'avoir les outils pour vraiment pouvoir tracer, c'est de se réapproprier donc ces informations, cette connaissance métier, et après de pouvoir être créatif à partir de ces informations. Peut-être que Thomas, justement, c'était notre 5e question sur enfin, les marques qui ont le label Slow IR. Donc évidemment, on n'est pas sur des volumes de fabrication et de vente aussi importants que les personnes qui sont inscrites aujourd'hui sur ce webinaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles défrichent et elles trouvent des idées parce qu'elles sont sincères dans leur démarche. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, et peut-être Valérie après aussi sur... Alors, il y a, en termes de nouvelles idées, des fois, c'est surtout des idées du passé. Je pense par exemple à laine paysanne, qui a en fait un agrégat de plusieurs éleveurs, de plusieurs agriculteurs dans un périmètre très contraint. Et puis, ils se sont juste dit comment est-ce qu'on peut refaire de la laine française, comment on peut. Donc, il y a plusieurs projets. Il y a la laine d'ici, il y a des choses qui se passent aussi qui démarrent aussi dans les Alpes du Sud, en Savoie. Enfin, il y a plein de micro-projets, mais voilà, le local, on l'a oublié parce qu'on a tellement été mondialisé, on a tellement déporté les choses ailleurs. Et donc, le fait de retrouver des savoir-faire, de retrouver des métiers, de retrouver même des vieilles machines, enfin, c'est que finalement, on n'invente rien, hein. On ne fait que faire un tour de cycle. Après, effectivement, maintenant, ce qui a beaucoup le vent en poupe, c'est l'anti-gaspi. Donc, on va chercher, les marques se disent marque d'upcycling, mais en fait, c'est de la valorisation de stock dormant. Ce qui est différent, l'upcycling, c'est de la revalorisation. Donc, on déconstruit un vêtement et on en fait un autre, ou on le remet au goût du jour. C'est pas du tout les mêmes façons de faire. Et puis, il y a aussi d'autres manières maintenant de vendre, de créer. Je vous en parlais, Karine. Il y a un groupe qui a démarré avec l'ADEME qui s'appelle Coopter. C'est sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. C'est sortir du sacro-saint productivisme et se tourner plus vers le service. C'est-à-dire qu'on va faire des produits de nouveau de très haute qualité, qui vont être plus chers, mais finalement qui vont coûter moins cher à l'usage parce qu'ils vont bénéficier de services, de réparation, de renouvellement, etc. Ouais, tout à Donc fait. là, sur des exemples, donc je vous parlais de laine paysanne pour la laine locale. Après, on a des marques comme Montlimar, Oueros et Agave qui font du made in France, qui essayent de montrer avec la transparence la plus totale la façon dont elles travaillent. Les marques d'upcycling, je pense à Second Sioux qui va dans les ressourceries, comme le faisaient les récupérables. Hein. Les récupérables, c'est certainement une entreprise que tout le monde connaît. C'est vraiment, Anaïs l'a expliqué encore très récemment, que voilà, le fait que c'était quelque chose qui était complètement délaissé, elle a pu bénéficier de tarifs très avantageux. Et puis finalement, comme il y a eu un engouement là-dessus, les prix sont remontés et puis ça a cassé le modèle économique de la marque. Hein. Mais ce qui est intéressant, Thomas, dans le premier exemple que vous prenez sur laine paysanne, c'est qu'on voit que dans la communication qui est faite par une grande partie des marques, où l'idée c'est elles veulent être inspirantes, développer l'imaginaire, etc. Ce côté en fait des laines paysannes, par la communication de
leur quotidien. Elles ont tout à fait créé cet imaginaire et ce côté solidarité. Enfin, on se souvient tous des publicités de plein de marques où on voit une jeune femme regarder vers le ciel avec la robe qui flotte. Et après, on se dit sur quoi c'est fondé en fait. Et là, effectivement, c'est entre guillemets des communications qui sont beaucoup plus simples parce qu'elles se prouvent beaucoup plus facilement. Et ça, effectivement, le sujet, on n'a pas forcément aujourd'hui l'occasion d'en parler, mais la preuve de la communication, c'est un autre sujet, et c'est un sujet sur lequel les consommateurs d'aujourd'hui et de demain nous attendent, parce que on a tous soupé des images qui sont fondées sur rien du tout. Merci effectivement parce que ça permet de bien positionner, et l'exemple sur parfois on reprend des choses qui existaient il y a 20, 30 ans. On avait échangé aussi, on en parlera peut-être après avec Sylvie sur d'autres Je peux sujets. juste compléter un tout petit truc. C'est ce qui est intéressant aussi avec ces modèles-là, que ce soit de l'upcycling ou du local, c'est qu'en fin de compte, on a des ressources qui sont limitées. Et on oublie qu'on est tous sur le même vaisseau spatial, on est sur le même caillou, donc on a des ressources limitées, donc on ne va pas pouvoir faire. Aujourd'hui, le coton bio, c'est 1% des terres arables, enfin du coton, c'est 2,5% des terres arables. En fait, on a beaucoup de coton en France, mais on ne le sait pas. C'est que c'est le coton qui finit soit à la poubelle, soit qui est au mieux collecté et qui part dans la filière recyclage. Demain, avec les matières, si on veut aussi avoir des meilleures notes environnementales, on va utiliser des ressources qui sont disponibles localement plutôt que de les transporter, même si c'est pas le transport qui, en soi, est le plus gros contributeur en termes d'empreinte environnementale. Mais il faut aussi qu'on change un peu nos modèles et se dire voilà comment on peut finalement, en réduisant la quantité de ressources qu'on transforme et en mettant plus de services, comment on peut finalement transformer son modèle économique. Parfait, merci Thomas. J'ai une question pour vous ensuite, Valérie, mais est-ce que vous souhaitiez compléter celle-ci ou... Non, par rapport à ce que vous disiez par rapport aux consommateurs, je voulais juste rajouter un petit point, c'est qu'il y a un baromètre qui sort tous les ans qui s'appelle Edelman Trust Barometer, donc sur la confiance des consommateurs dans les différents secteurs. Déjà, la mode est en général en queue de peloton, et plutôt le taux de confiance qui baisse. Mais ce qui est intéressant dans ce baromètre, c'est que ce qui ressort, c'est que les 3/4 de la confiance des consommateurs reposent sur les dimensions éthiques et environnementales des marques. Donc ça, c'est un paramètre important à avoir en tête. Alors, pour autant, les marques ne sont pas forcément jugées crédibles pour le dire, pour parler elles-mêmes d'environnement, mais en tous les cas, c'est un paramètre important pour moi à avoir en tête. Oui, c'est ça, c'est que, et ça sera, c'est effectivement en même temps, c'est parfait, parce que c'est l'objet de la 6e question, c'est que autant on sait qu'elles font du vêtement, donc on leur demande pas d'être des pionnières du développement durable ou d'être irréprochables, parce que par nature, c'est quand même forcément impactant. En revanche, les réglementations poussent à ça, même si je sais, Sylvie, que ça existe depuis longtemps, mais l'idée, c'est vraiment bien de sensibiliser les marques, et c'est le but aussi de ce webinaire, sur le fait d'avoir des données justes pour avoir des données précises et des mesures précises, que justement, elles ne calculent pas tout sur des moyennes de moyenne, parce que l'exemple que vous preniez du coton est assez édifiant, entre le coton bio, coton classique. Mais est-ce que du coup, on peut se dire que, et là on parle métier, dans le métier actuel, par exemple, des responsables de production des marques, est-ce que, comme ça va générer quand même pas mal de travail pour toutes les articles, est-ce que ça peut avoir une conséquence sur le nombre de références d'un plan de collection? Est-ce que, par exemple, on pourrait commencer à dire aux marques, réduisez et resserrez vos plans de collection? Valérie? Ça, j'en sais. Disons que c'est pas quelque chose de simple pour les marques. Pour moi, avoir été du côté des marques à un moment donné, parce que j'ai fait un petit passage chez 3 Suisses, c'est une équation qui est pas simple. Je pense qu'il y a des choses qui pourraient être faites sur les permanents, le fond de rayon, ce qu'on reconduit d'année en année.
pour moi, effectivement, on pourrait optimiser les collections sur ces permanents, semi-permanents qui sont des collections finalement plus intemporelles que sur des choses qui sont renouvelées tous les ans. Mais c'est pas si simple, je pense, pour les marques. Mais là, voilà, j'ai aussi mon ancienne casquette qui parle. Voilà, je pense qu'il y a une rationalisation qui peut être faite, mais peut-être sur le cœur de collection. C'est ça, l'idée, ça serait quand même de développer plus de permanents et plus de basiques, parce que, et notamment, il y a la loi, il y a quand même pas mal de marques qui travaillent aussi sur les accessoires, avec des sacs en cuir, des chaussures, etc. Et on a aussi la loi sur la déforestation qui arrive prochainement, qui va sur des produits qui sont peut-être pas leur cœur de métier, va les contraindre aussi à avoir des informations très précises, et du coup, ça va leur demander aussi un gros travail. C'est-à-dire que c'est plus seulement le fait de trouver le bon fournisseur, le bon prix pour avoir la bonne marge, la bonne livraison en temps et en heure et dans la boutique. C'est après quand même tout un flot d'informations qui doivent suivre, et enfin, ça aura sans doute un impact effectivement sur les articles. Oui, en même temps, pour moi, je reviens à mon approche risque-opportunité. Pour moi, c'est aussi une opportunité d'apprendre à considérer l'ensemble de sa supply chain et d'aller au-delà du fournisseur de rang 1, de rang 2. Il ne s'agirait pas demain, enfin, on est quand même dans un contexte économique difficile, hein, on voit ce qui se passe, et donc la sensibilité aussi à l'image, elle est plus forte. Il ne s'agirait pas d'avoir aussi un scandale environnemental à la hauteur d'un scandale social comme on a pu le vivre avec le Rana Plaza. Donc je pense que pour moi, la traçabilité est à considérer vraiment comme une opportunité. Et de voir qu'est-ce que je peux gagner dans le fait d'avoir une vision claire et complète de mes fournisseurs. Il y a aussi des questions de synergie peut-être à mettre en place avec les parties prenantes. Thomas parlait tout à l'heure effectivement de circularité. Pour moi, il y a un vrai sujet qu'on ne traite pas suffisamment. Les filières sont pas structurées, donc il y a certainement des choses à réfléchir autour de ça. Et c'est comment je fais pour mieux recycler, pour réutiliser la matière, et pour ça peut-être avoir une bonne connaissance de sa supply chain, ça peut être un atout. J'avais envie effectivement, parce qu'on a eu aussi dernièrement sur cette idée de volume et le problème que ça représente justement, cette volumétrie exponentielle. On avait l'intervention effectivement récemment de Pascal Morand, le président exécutif de la Fédération de la haute couture, justement, qui mettait en avant en fait ce point en disant que c'était le problème principal. Alors là, je vais vous demander de nous donner peut-être des pistes, parce que si du coup on produit moins de neuf, quels autres business models sont possibles? Alors il y a le seconde main. Enfin, est-ce que Thomas sur Alors oui, pour la seconde main, la revalorisation de stock. Je veux juste rappeler un chiffre, c'est que la production mondiale de fibres, avant les années 60, elle était très linéaire par rapport à l'augmentation de la population mondiale. Et à partir des années 70, il y a eu une explosion. En 2025, on produira 3 fois plus de fibres en termes d'échelle si on prend la courbe d'évolution de la démographie, et ben, elle croît 3 fois plus vite la production de fibres que la population mondiale. Et ça, c'est quand même quelque chose qui doit nous alerter, parce que quand on était x1, que c'était linéaire, tout le monde arrivait à s'habiller. Alors pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire x3 ? On ne s'habille pas plus qu'avant, on consomme surtout plus, et donc souvent de moins bonne qualité. Or, une des premières choses à faire pour que le vêtement soit plus durable, c'est justement de lui redonner de la texture, de lui redonner de la tenue, d'avoir de nouveau des étoffes qui aient du poids et qui durent plus longtemps.
Maintenant, sur les modèles, il y a effectivement donc la seconde main qui va dépasser le marché de la première main. Mais si cette seconde main, elle est issue d'une première main qui est peu qualitative, elle ne va pas durer longtemps. Donc, finalement, on continue de produire beaucoup pour finalement faire de la seconde main qui elle-même ne va pas durer. Donc, c'est pour ça que je voulais rappeler cette histoire de film. La réparation, c'est pareil. La réparation, c'est tout le monde a un cordonnier. C'est un métier qui est en train de disparaître. Pareil pour les retoucheurs. Pourtant, voilà, ce sont des gens qui ont des savoir-faire. Il faut pouvoir préserver ces savoir-faire-là parce que sinon, on va se retrouver dans 10 ans, comme aujourd'hui pour le denim, demain pour la maille. On l'a vu avec les masques. On sait qu'aujourd'hui, il manque plus de 2000 couturières en France. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Donc, pareil, pour réparer un produit, il faut que le produit soit aussi qualitatif en première intention. Et l'upcycling, encore une fois. Si ça sert à quoi d'upcycler un top en polyester qu'on peut porter 6 ou 7 fois et après qui va à la poubelle? Sylvie, je pense que peut-être, si tu veux compléter. Oui, je peux revenir rapidement sur la question effectivement de la seconde main qui finalement pourrait être quelque chose de très bien et à l'usage ne l'est pas, exactement pour les raisons dont Thomas vient de parler. C'est-à-dire que il y a des gens qui achètent plus en bonne conscience, en se disant de toute façon je vais le revendre par Vinted derrière. Sauf qu'à l'arrivée, c'est quand même plus de vêtements. Deuxième sujet, c'est toute l'économie sociale et solidaire qui était basée sur le réemploi, les Emmaüs, etc. Ils sont désespérés parce qu'ils reçoivent des vêtements qui deviennent immettables, alors qu'avant, c'était des vêtements de qualité. Et tout ça part en Afrique, comme vous le savez. Donc là, la seconde main, c'est bien si c'est remplacer un vêtement qu'on aurait acheté nouveau. Ou si c'est pour acheter plus de vêtements, malheureusement, le système se désorganise. Ça veut dire, si je vous entends, que potentiellement, peut-être demain ou après-demain, on a des marques qui vont communiquer de manière positive sur la réduction du nombre de références qu'elles mettent sur le marché, par exemple, en disant nous, on s'engage à ne pas produire plus de tant de pièces et donc de réduire de X%. Il y en a qui le font déjà qui ne font qu'à les vendre. Oui, bien sûr. Mais c'est intéressant parce que du coup, ça veut. Qui dit je vais produire tant de pièces et puis une fois qu'elles sont vendues, c'est fini et c'est autre chose. Et pour favoriser effectivement d'autres business models comme la réparation et je voulais effectivement, j'en profite Sylvie pour revenir sur effectivement ce qui peut être source également d'informations dans la supply chain entre les fournisseurs et les clients. Est-ce qu'il y a... Oui, alors et puis ça peut aussi aider à répondre à la question dont on vient de parler, qui est de produire mieux et plus juste, plutôt que de produire moins, mais au moins de produire qui dure plus longtemps. Et ça, Valérie en a parlé un peu, c'est vraiment une nouvelle forme de relation qu'il va falloir mettre en place entre les fournisseurs et les marques. Parce que les marques, il faut qu'elles soient capables d'aller la première étape, jusqu'au champ de coton, jusqu'à la vache, jusqu'au champ de pétrole éventuellement pour le polyester, et qu'elles connaissent toute cette chaîne d'approvisionnement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et il va falloir, entre tous ces gens-là, de la confiance et de la donnée, savoir être certain qu'on parle de la même chose. Ça va être difficile, un cultivateur de coton en Turquie, lui demander ses émissions de CO2, ses quantités d'eau, etc. Ça va pas être facile. Donc, il va falloir que les marques se mettent peut-être à accompagner ce genre de choses. Et pour travailler à la fois du côté des fournisseurs, mais aussi du côté des marques, je sens vraiment venir une tension du côté des fournisseurs qui disent j'en ai assez. Les marques, elles me demandent d'être certifiées ceci, viennent m'auditer, machin, etc. Et la com, c'est ce que j'ai fait moi, mais c'est la marque qui se l'approprie. J'en ai assez. Ça, on sent que c'est en train de monter. Et donc, vraiment, je reviens sur cette nouvelle forme de relation qui va demander de la confiance, c'est-à-dire que les fournisseurs aussi, ils vont être inquiets de vous donner leur rang
N-1, N-2 en se disant, la marque, elle va passer par-dessus moi et elle va aller chercher directement les N-2. Donc, ça veut dire qu'il faut établir de la relation de confiance. Ça veut dire qu'il faut du long terme. Ça veut dire que aujourd'hui, je prends ce fournisseur-là, demain, je prends celui-là et après-demain, celui-là parce que c'est le moins cher. Ça va plus être possible. Donc, il va falloir vraiment arriver à sceller des relations de confiance et de mesure de la donnée qui soient mesurées de la même manière tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Et Karine, vous êtes bien placée pour le savoir, qu'il y a plein de systèmes actuellement en place de traçabilité. Or, quand on demande souvent à ces systèmes qui sont en place de traçabilité, qu'on leur dit, mais qu'est-ce que vous avez sur l'étape 1, qui est l'étape, qui est une des étapes, que je dis bien, qui est une des étapes à fort impact environnemental, c'est-à-dire le champ de coton ou l'élevage de bovins, eh bien, ils les ont pas. Ils ont souvent, on est déjà à N+1 ou N+2 dans la chaîne pour la première donnée. Et autre point que l'on n'a pas abordé encore, mais juste pour info, il faut quand même le savoir, que l'étape à impact environnemental le plus fort dans la vie des vêtements, c'est quand on est chez nous. C'est ça. Nous, utilisateurs de vêtements, on a un rôle extrêmement important à jouer sur l'empreinte environnementale. Effectivement, en fait, ça c'était, ceci étant, ce sujet, et c'est un peu le fil conducteur de ce qu'on souhaitait dans le webinaire, c'est de faire comprendre aux marques qui nous écoutent que plus elles vont réellement s'imprégner de ces sujets et s'intéresser à ces sujets pour vraiment réduire leur impact, plus elles vont justement devenir expertes. Et comme vous le dites, Sylvie, se rendre compte que la partie justement lavage, ça a un gros impact. Et c'est là aussi, on voulait illustrer, c'est que de toutes ces contraintes peuvent naître aussi des idées créatives. Alors, quand Thomas, vous reparliez justement de ce côté, de ce qu'on regardait dans l'ancien temps, et on en avait discuté avec Sylvie quand on préparait le webinaire, c'est vrai que si vous prenez des robes il y a 20-30 ans, il y avait des petits coussins sous les aisselles pour ne pas avoir nettoyé toute la robe. Donc, on n'a peut-être pas envie de retrouver ça parce que c'était quand même pas super glamour. Mais maintenant, il y a peut-être justement sur ces parties-là des matières à mettre qui sont plus respirantes et qui peuvent donner source d'inspiration créative. En fait, c'est ça aussi, c'est vraiment, même sur alors, on a parlé de communication, mais même sur la partie création, c'est de bien comprendre que tous ces sujets peuvent générer aussi de la création et du coup de vous différencier des autres. Donc des pics de spécialité des uns et des autres. Voilà, on était parti sur. On va revenir effectivement sur nos sujets. Sur la partie, on parlait tout à l'heure d'upcycling d'upcycling. On sait effectivement que la partie transport joue peu dans l'impact et les ACV. Et du coup, c'est vrai qu'on a vu un peu à droite à gauche que c'est pas forcément un bon argument justement pour relocaliser. En revanche, on est d'accord que pour la partie upcycling justement, donc revalorisation des matières, ça favorise quand même la production locale. Idem pour la réparation ou la transformation des articles. Thomas, si. Je pense déjà, il y avait un sujet qu'on avait abordé ensemble, Karine, c'était la différence entre être commanditaire et puis être finalement fabricant. C'est là aussi toute la différence. Donc, quand on finalement, la traçabilité est justement l'élément clé, c'est est-ce que finalement je suis en capacité de bien connaître ma chaîne de valeur et donc et que je fonctionne vraiment en tant que marque fabricante quelque part, même si je peux travailler avec des ateliers, ou alors si j'ai mes propres usines. Enfin, ça, c'était le modèle du 19e siècle où on était marque et fabricant. Après, il y a des marques qui fonctionnent aussi en marque blanche, mais c'est juste se dire, voilà, moi, tant que je maîtrise ma manière de fabriquer, je gère aussi mes déchets, je peux gérer, quand je gère ma production, que je vois des défauts,
que c'est pas ce que j'avais envie de faire. Enfin, je peux pas l'utiliser en première intention par rapport à ce que j'avais envie de faire. Mais comment est-ce que je peux aussi revaloriser, enfin valoriser plutôt d'une autre manière ce que j'ai produit. L'objectif, c'est de limiter le gaspillage à chaque étape, c'est d'augmenter à chaque fois la qualité, de réduire ces différents impacts, parce que il y a aussi un autre sujet qu'on a oublié, j'ai oublié d'évoquer, mais dans la prise de conscience, donc quand les marques ont compris les signaux faibles de la crise sanitaire, l'ACV, l'affichage environnemental, en fait, c'est toutes les premières intentions sur la manière de produire. Mais en fait, la RSE, c'est pas que de la production. C'est comment je distribue mes produits, comment j'emballe mes produits, comment j'interagis avec mes parties prenantes. Donc ça, c'est aussi important de le rappeler. Donc il faut vraiment avoir une démarche qui soit globale et holistique, pas uniquement centrée sur le produit. Mais à la limite, effectivement, on a vu dernièrement, je crois que c'était aussi Saint-James qui communiquait sur les emballages réutilisables, voilà, sur les parties. Valérie, je crois que vous souhaitiez peut-être aussi compléter cette question sur Oui, enfin, pour moi, il y a un sujet à explorer qui est celui de la circularité notamment, et je pense que le Made in France a clairement une carte à jouer dans ce domaine. Tout reste à faire, les filières sont pas structurées. C'est vraiment pour moi une opportunité parce que derrière tout ce qu'on recycle, c'est autant de surfaces naturelles qu'on va préserver, autant de ressources qu'on va préserver, autant de pollutions, certaines pollutions qui vont être évitées. Donc là, pour moi, il y a vraiment peut-être un sujet, et là on réévoque aussi les synergies qu'on peut avoir entre nos différentes parties prenantes sur l'ensemble de notre chaîne de valeur. Pour moi, il y a vraiment quelque chose peut-être sur lequel les producteurs Made in France peuvent explorer. Merci beaucoup. Bon, on avait une question qui était sur effectivement le fait que, mais on y a déjà répondu sur le fait que forcément, comme nouveau business model, le côté réparation pouvait être intégré en tant que service par les entreprises, était à envisager, et que par conséquence, ça poussait à améliorer la durabilité des vêtements, parce qu'on ne peut pas pour réparer des choses qui ne tiendront pas la route. Et est-ce que, donc là, la dernière question, effectivement, c'est que on se rend compte justement que ces sujets, ça ouvre le champ des possibles. On change un peu, on contraint un peu, en tout cas, on invite les marques à changer leurs habitudes et leur manière de penser dans le temps qu'elles doivent prendre justement pour élaborer leur stratégie à moyen et long terme. Est-ce que vous auriez des idées, comme on avait vu à l'époque Coralie Marabel, vous savez que c'était cette fameuse chemise qui était constituée de 4 pans de chemise et qui a été reprise après par d'autres enseignes, mais elle l'avait fait dans un but vraiment d'upcycling, comme les réparables en fait. Est-ce que vous avez peut-être d'autres exemples à partager sur ces sujets pour donner des inspirations à nos marques qui participent, des success stories peut-être sur ou la location? Je sais qu'on avait parlé de ça, Valérie. Là, voilà, les uns les autres, je vous laisse. Valérie, sur la location peut-être? Sur la location, oui, pour moi, c'est certainement un business model à explorer. Alors certes, c'est pas valable forcément pour toutes les marques, mais il y a juste un petit exemple aux États-Unis qui s'appelle Rent the Runway, qui habille notamment les New-Yorkaises. Alors, ils n'ont pas encore trouvé tout à fait leur rentabilité, mais ils génèrent quand même 200 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Donc, c'est potentiellement, il y a un marché, il y a peut-être des choses aussi à explorer qui va justement favoriser la durabilité des vêtements et la réemployabilité des vêtements. Donc, c'était un petit exemple que je voulais citer. Oui, tout à fait. Oui, si je peux venir sur la location, là aussi, attention, parce que la location, c'est quand même un business derrière de nettoyage. Hein. C'est-à-dire que le vêtement est beaucoup plus nettoyé qu'il ne le serait par un usage d'une seule personne. Et donc, l'empreinte environnementale n'est pas nécessairement meilleure.
Et deuxième point, je sais qu'il y a une expérimentation en Galerie Lafayette qui n'a pas fonctionné. Donc, En fait, dans certains cas dans particuliers, certains cas particuliers. la location est une très bonne idée. La robe absolument exceptionnelle, etc., c'est une très très bonne idée. Dans d'autres, ça l'est moins. Mais là, on peut aussi aller à l'étage supérieur, qui est aussi la manière, enfin, l'image de reporter un vêtement. Vous avez vu, je crois que c'est à la dernière cérémonie des Oscars, je crois que c'est les Oscars, ou enfin bon, un très grand prix. Il y avait dans les consignes, mettez une robe que vous avez déjà portée ou qui a déjà été portée. Parce que l'idée de ah mais je peux pas, je vais à une soirée où je vais revoir des amis, je ne peux pas reporter la même robe, il faut casser ça. Il faut Tout à avoir fait. plaisir, il faut se dire cette robe, au bout d'un moment, moi je suis comme ça, les vêtements c'est ma deuxième peau d'une certaine manière. Ils sont habitués, ils sont un peu déformés à mon corps à moi, etc. Et c'est moi. Et donc j'ai plaisir à les mettre et à les remettre. Et il faut aussi développer ça et se dire, bah, un vêtement c'est pas pour être porté une ou deux fois et il faut que je change. Donc il y a aussi cette image que peuvent donner les stars, les people, etc., de reporter des vêtements. Et il y en a maintenant qui sont vraiment là-dessus et qui le montrent. Et ça, je pense que ça peut aussi aider à acheter un petit peu moins. Oui, en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, et ça tombe bien parce qu'on parle de mode là, de vêtements. Donc, c'est que la mode doit casser les codes aussi et aller sur des champs où cette logique marketing telle qu'on la connaît aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de la réinventer. Et que, effectivement, dans les nouveaux business models dont on parlait, ce côté réparation, upcycling, etc., seconde main, et c'était, je crois que c'est ces petits bateaux aussi qui le met très bien en place. C'est aussi un formidable programme de fidélisation des clientes, hein, parce que parfois les marques dépensent des sommes astronomiques pour fidéliser leurs clientes. Là, vous avez des petits tutos pour apprendre à réparer, vous avez et il n'y a rien de mieux justement pour fidéliser les clients. Écoutez, merci beaucoup. On a indiqué dans les commentaires vos contacts parce que ça ouvre plein de perspectives, mais je pense que pour certains, ils auront peut-être besoin d'avoir un peu d'accompagnement. On va regarder, je crois qu'on avait effectivement des questions. Justement, je peux juste rebondir, Karine, sur ce que vient de la dernière intervention de Sylvie. C'est ce qu'on appelle la durabilité émotionnelle. En fin de compte, c'est retisser le lien affectif. On a tous dans notre dressing un t-shirt qui a 10 ans, qui a 15 ans, qui a 20 ans. Et des fois qu'on n'ose plus porter, mais parce qu'on ne le jette pas, parce qu'il a, on a vécu des choses avec, ça peut être une robe, ça peut être n'importe quoi. Et la durabilité émotionnelle, et ça, c'est des vrais sujets qu'on travaille, je le sais, chez Paris Good Fashion, chez Fashion Green Up, chez Slow We Are. Donc, si effectivement il y a besoin de conseils là-dessus, je pense qu'on est tous prêts à. On veut tous que l'industrie aille dans le bon sens. Donc, qui n'a pas entendu parler du vêtement porte-bonheur quand on a tel ou tel, ça voilà, on le sait tous. On a une question justement de Jean sur pourrait-on savoir comment le mouvement de la slow fashion se développe en France, en Europe et dans le monde? Est-ce qu'il est aussi rapide que alors, je peux peut-être commencer. Je pense tout dépend à chaque fois ce qu'on entend par slow fashion. Alors oui, jusqu'en 2017, on considérait ce slow fashion, mode éthique, c'était très stéréotypé, les gens faisaient l'amalgame entre éthique et ethnique. 2017, ça a été un peu la fake news de la mode et la seconde industrie la plus polluante. Qu'importe le classement, elle a besoin de se transformer en profondeur. Et donc, oui, l'appétence, elle augmente. Simplement, on était jusqu'à la crise sanitaire. Si on regardait un petit peu le cycle des tendances, eh ben, on avait à peu près 12 à 15 ans de décalage par rapport à l'agroalimentaire et le label bio, le label AB. Donc, c'est
au début, vous passez un peu pour des hérétiques, et puis tout d'un coup, vous passez un pivot, et là, ça devient tendance. Et on arrivait justement à ce moment où ça commençait à devenir un petit peu le côté tendance. Sauf que crise sanitaire, crise de pouvoir d'achat, et puis guerre en Ukraine, et ben maintenant on est sur un plateau. Et peut-être même un plateau qui a tendance un peu à décroître légèrement, parce que bon, on est un peu, on voit qu'il y a des marques qui ferment, on voit que c'est plus difficile même pour des marques qui sont déjà installées dans la slow fashion. Ça leur demande aussi plus d'efforts, donc elles sont toutes en train de faire le dos rond. Donc aujourd'hui, c'est pas non plus le meilleur contexte conjoncturel pour se lancer en marque de slow fashion. Donc, Alors, et en même temps, c'est une spécialiste de la seconde main qui vous parle, d'avoir des articles durables et justement des marques qui ont eu cette permanence dans la qualité de leurs vêtements. Et c'est pas forcément des grands noms, hein, c'est des gens qui fabriquent bien. Elles se revendent toujours un certain prix, et c'est des choses qui tiennent. Donc, quand justement, vous savez, le fameux principe, hein, on n'est pas assez riche pour acheter des articles de mauvaise qualité, parce que ça reste toujours, vous pouvez les acheter en seconde main, les revendre, et c'est toute cette économie. Il faudra quand même toujours qu'on s'habille. Peut-être qu'on aura, je l'espère, moins d'articles dans nos placards, mais alors on a bien noté, Sylvie, qu'on va optimiser le nettoyage tous. On va trouver des solutions. On avait une autre question, et ça, peut-être, je pourrais aussi en partie répondre. Est-ce que les solutions existantes sont testées et approuvées par les juristes? Alors, je me permets de répondre pour notre partie sur la traçabilité, justement. La spécificité de Crystal Shine, c'est d'utiliser la blockchain, et effectivement, c'est des moyens. Donc, on va, comme vous le disiez, Sylvie, on descend jusqu'au champ ou jusqu'aux fermes, parce qu'on est aussi dans l'alimentaire pour tracer. Et effectivement, c'est un moyen qui est assez plébiscité par les juristes, parce que déjà, il permet de notariser l'information. Et en fait, il a aussi cet effet vertueux assez naturel, de plus en plus, de responsabiliser chaque personne qui rentre l'information, parce qu'il sait qu'à tout moment, elle peut être vérifiée. Donc, mécaniquement, ça responsabilise chaque acteur de la supply chain. Et après aussi, c'est des sources intéressantes pour avoir du pilotage et autres. Est-ce que vous avez d'autres sur cette question, justement, peut-être Valérie, parce que vous, avec Green Score Capital, avec tout le travail très pointu et spécifique que vous faites? Oui, en fait, nous, on s'appuie sur les dernières publications scientifiques à chaque fois. Moi, j'ai un collège de scientifiques autour de moi, et on travaille également avec des laboratoires de recherche sur différentes questions. Donc, c'est vrai qu'on essaye de s'appuyer sur des éléments qui ont été reconnus et qui font consensus. Et l'autre partie sur laquelle on s'appuie aussi, qui est malgré tout la donnée objective, c'est la donnée spatiale, où en fait ça nous permet d'identifier en fonction justement des zones de production vraiment quel est l'impact en local, et c'est la donnée la plus objective qui soit pour le coup, en tout cas qu'on a. Pour l'instant, on ne peut pas tout mesurer avec, mais en tout cas, quand il s'agit de parler de surconsommation d'eau, d'aggravation de stress hydrique ou de dégradation d'un habitat naturel, de déforestation, ce sont des informations sur lesquelles on peut s'appuyer, qui sont relativement fiables. Bah, écoutez, merci beaucoup Valérie, il est pile midi, on n'a plus de questions. Je vous invite alors également, justement, puisque là, ceux qui nous avez écoutés, vous avez compris, le maître mot, c'est l'expertise, et la sincérité dans la démarche va vous permettre de trouver des idées. Vous pouvez d'ailleurs commencer par partager cette enquête qui est faite par l'IFTH sur la durée de vie des vêtements, pour demander justement à vos clients. Comme ça permettra d'avoir un maximum de personnes qui répondent. Et puis après, pour en savoir encore plus, de suivre, il y a très prochainement, Sylvie, je crois, un rapport de Green Score, de Paris Good Fashion, qui sort le
6 avril, je crois. 3. 3 avril, voilà. On en reparlait aussi tout à l'heure. Vous avez le livre La face cachée des étiquettes qui est à lire, et puis justement à suivre tout le débat aussi sur les ACV, en espérant justement que la biodiversité et les microplastiques sont quand même pris en compte, parce que c'est un peu aussi pour continuer d'avoir une nature la plus belle possible qu'on fait tout ça. Merci beaucoup, merci à vous, et puis écoutez, on vous donne aussi rendez-vous pour le prochain webinaire qui sera sur la déforestation d'ici un mois. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à tous. Merci À à bientôt, tous, au au revoir. revoir.